Bonjour à tous. On va attendre quelques instants que tout le monde se connecte pour ce webinaire sur le métier de recruteur, à savoir si le métier de recruteur est voué à disparaître. Alors on va, voir un peu ce qui se cache derrière ce titre volontairement, provocateur et échanger, sur ce sujet si vous le voulez bien. En attendant que tout le monde se connecte, je vais peut-être commencer par, ce qui intéresse le moins de personnes, savoir qui je suis. Donc je vais me présenter, je suis Géraud de Lapontais, responsable des partenariats chez Between. En tant que responsable des partenariats chez Between, je suis amené à échanger avec beaucoup d'acteurs du marché, des acteurs peuvent être prescripteurs, donc qui sont des agences de conseil, qui sont également des agences de communication RH ou des entreprises d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le déploiement de solutions RH. Et je travaille également avec, beaucoup d'acteurs que nous, on va considérer comme des acteurs techniques, que peuvent être des SIRH, donc des logiciels de gestion de ressources humaines plus complets, dans lesquels, Between va avoir un rôle à jouer sur la partie recrutement et toute la partie d'acteurs qui vont être intégrés à Between, donc toutes ces solutions censées faciliter la vie du recruteur. Donc, dans le cadre de ce travail, je suis amené à échanger avec, beaucoup de solutions d'assessment pour évaluer des soft skills et hard skills, des solutions de visio, de parsing, de matching, des sites carrières. Voilà, énormément de solutions qui sont là pour faciliter la vie et enlever, progressivement aussi des tâches, qu'on considère comme chronophages pour le recruteur. Donc c'est des mots qu'on entend tout le temps, c'est des discours qui sont les mêmes depuis une dizaine d'années, à savoir, vous laissez plus de temps pour rencontrer les candidats et prendre, les tâches, qu'on considère comme chronophages. Donc ce discours, il existe depuis longtemps, mais en fait, il nous amène à une réflexion un peu plus profonde justement sur le rôle du recruteur et quelles sont les tâches réellement pertinentes et les tâches que le recruteur a aujourd'hui et les tâches qu'il aura, demain. Donc c'est ce qu'on va essayer d'explorer ensemble. Voilà, je vais considérer que pendant cette courte présentation de ma personne, les personnes les participants sont arrivés. Pendant toute la durée de cette présentation, vous avez la possibilité d'échanger d'une part sur le chat, mais surtout de poser des questions et pour ça, mieux que le chat, vous avez un petit onglet questions, en bas à droite de votre écran avec un point d'interrogation dans lequel vous allez pouvoir poser des questions et je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Et puis si jamais je constate qu'elles peuvent nourrir le discours en même temps, qu'on échange eh bien peut-être que je les traiterai, au fur et à mesure, au moment le plus approprié. Voilà. On peut vérifier que le chat fonctionne bien. Voilà, je vois que certains commencent à dire bonjour. Donc a priori, c'est que ça fonctionne correctement. Heu, on va passer à la présentation de Between pour vous expliquer quand même ce qu'on fait. Between, c'est un ATS, donc ATS, le gros mot pour dire Applicant Tracking System. Dans les faits, c'est une solution de gestion de candidature. Alors, qu'est-ce qu'une solution de gestion de candidature? C'est, une solution qui va traiter les processus de recrutement pour vous accompagner et placer les candidats dans les bonnes cases et vous accompagner dans la gestion des tâches. Between couvre le besoin depuis la naissance d'un besoin, c'est-à-dire lorsque un manager a un besoin en recrutement, il peut l'enregistrer dans une interface pour que ça remonte une chaîne de validation, jusqu'à potentiellement des RH, un DAF, peu importe, en fonction du processus interne que vous avez et va couvrir l'intégralité du besoin jusqu'à la rédaction d'un contrat de travail. On s'arrête à la rédaction d'un contrat de travail. Dans ce laps de temps, il existe une multitude de tâches possibles. Donc, il y a un processus qu'on peut mettre en place, dossier de recrutement par dossier de recrutement. Il y a également, solutions externes qu'on peut faire intervenir. Je vous en parlais à l'instant, des solutions d'assessment, par exemple, des solutions pour la création de son site carrière, des solutions de matching, de parsing. Alors le parsing, c'est, au cas où certains d'entre vous ne le sachent pas, c'est la lecture d'un document. C'est-à-dire que lorsqu'un candidat envoie un CV, il y a une solution qui va analyser ce CV, extraire des informations en fonction de ce qu'elles vont comprendre de manière, sémantique et puis, les reclassifier dans notre outil pour que vous puissiez ensuite faire des requêtes, savoir, si un candidat, a fait telle école ou telle école, faire une recherche dans sa CVTech à partir du nombre d'années d'expérience, du type de métier recherché, ce genre de choses. Donc ça, c'est ce que permet une solution de parsing. Une solution de matching qui vient derrière va tenir compte de ces éléments,
tenir compte du contexte d'un dossier de recrutement ou d'une annonce et faire correspondre les 2 ensemble pour vous dire quels sont les candidats, qui conviennent le mieux parmi toute votre CV Tech et donc aller piocher des candidats un peu dormants dans votre CV Tech. Il y a également la solution un peu intermédiaire qu'on appelle scoring, qui vous permet, de classer les candidatures que vous avez reçues pour ce dossier de recrutement, dans un ordre de préférence, en fonction de comment est paramétrée cette forme d'intelligence artificielle qui est censée, faire correspondre un CV à une offre. Et là, il vous dit à combien de pourcents ça correspond. Voilà. Je détaille pas tout le processus parce qu'on va beaucoup en parler maintenant, mais donc revenons-en à la question, à savoir si le métier de recruteur est voué à disparaître. Alors, c'est une question qui est volontairement provocatrice, mais surtout, il faut savoir pourquoi est-ce que la question se pose. La question, elle se pose parce qu'on a ce graphique sous les yeux. Hem, on parle depuis, 10-15 ans de dégager du temps au recruteur, de lui retirer certaines tâches chronophages, très bien, mais si on fait le bilan et qu'on regarde les tâches qu'avait un recruteur hier, les tâches qu'il a aujourd'hui et avec l'évolution des technologies, ce qui est en cours de développement, ce qui est en cours d'installation, ce qui commence à arriver sur le marché, on regarde aussi ce qu'il va y avoir demain. Et on voit de manière, très claire, hein, on a mis une flèche pour l'illustrer, mais il n'y en a pas vraiment besoin, que, le nombre de tâches décroît. Il décroît de manière très conséquente. Le hier, alors le hier est un peu grossier, on va considérer que le hier, c'est il y a 15 ans. Il y a 15 ans, on était au début des ATS, enfin de la démocratisation des ATS, on va dire et des briques qu'on pouvait ajouter, à cet ATS et toutes ces choses qui sont arrivées comme la multidiffusion par exemple, qui a été une tâche emblématique, chronophage pour un recruteur. À partir du moment où on a commencé à la dégager, c'était il y a 10-15 ans que ça a commencé à arriver vraiment sur le marché français. Eh bien, on a vu plein d'autres briques arriver et on constate, justement qu'il y a une baisse conséquente du nombre de tâches, attribuées à un recruteur. Alors j'ai vu dans le chat que les gens disaient: «Bonjour, j'espère que vous voyez bien mon écran, et que ce que je vous dis est bien illustré par ce que je vous montre parce que j'ai pas trop testé avant». N'hésitez pas à me le dire, hein, dans le chat pour me rassurer. Je continue du coup sur les tâches d'un recruteur. Alors là, il y a une liste de tâches. On va pas les détailler, tout en même temps. Merci à ceux qui ont répondu, super. Il y a une liste de tâches qui est ici. C'est pas une liste de tâches qu'on a inventée, c'est une liste de tâches qui a été, émise il y a longtemps, alors sur différents, supports, notamment des supports d'orientation aussi, ou des documents qu'on a pu récupérer de certains étudiants en RH, pour avoir une liste de tâches. On l'a un petit peu agrémentée, on a ajouté quelques petites choses aussi qui sont des choses que l'on ressent et que l'on voit, maintenant. Heu, on on a essayé de lister ces tâches et de regarder ce qui existait, autrefois. Alors évidemment, il y a quelque temps, toutes ces tâches incombaient à un recruteur. Le travail sur la marque employeur, c'était un travail qui n'existait pas d'abord et puis quand il est apparu, c'est un travail qui est arrivé entre les mains du recruteur. S'en est décliné la partie site carrière sur laquelle le recruteur a dû travailler. On a impliqué le recruteur sur la création de site carrière alors que c'est pas du tout son métier de base. On va revenir également sur ce qu'est le métier. La veille sur les technologies justement, les supports, c'est des nouvelles fonctions qui sont arrivées, qui n'existaient pas autrefois. Compréhension du besoin et ainsi de suite. On va regarder surtout ce qui a changé entre hier et aujourd'hui. Donc, dans les choses qui ont changé, le travail sur la marque employeur, c'est encore un travail qui est entre les mains du recruteur pour beaucoup d'entre vous, et c'est un travail qui tend à ne plus y être. Pourquoi? Parce que c'est une partie qui est souvent de plus en plus externalisée. Les agences de communication RH répondent notamment à ce besoin. Des acteurs spécialisés dans la marque employeur peuvent faire ça aussi et il y a plein de briques que vous pouvez ajouter qui participent à cette marque employeur. Il y a une partie qui fait partie des ressources humaines, mais qui n'est pas forcément, entre les mains du recruteur en tant que tel, dans le sens où on va avoir un travail sur, le bien-être au travail qui est une vraie problématique RH. La question de la formation va se poser, les solutions qu'on peut proposer également pour améliorer le bien-être, pour, l'aménagement aussi d'horaires, enfin il y a plein de choses qui peuvent participer à ça. On va y venir aussi un peu plus loin. Et donc c'est de plus en plus une tâche qui est externalisée, qui peut être externalisée, alors c'est un peu un gros mot, externalisée en interne, c'est bizarre de dire ça, mais donc qui va être entre les mains de d'autres services que le recruteur ou externalisée vers des solutions externes. Hem, L'autre chose qui a pu changer, la recherche de support approprié. Aujourd'hui encore, le recruteur se pose la question de savoir quels sont les sites les plus appropriés pour diffuser telle ou telle offre. Quels sont les CVTech les plus appropriés pour aller sourcer tel ou tel type de candidat. Mais de plus en plus, des solutions arrivent sur le marché
pour vous suggérer ça. Il y a également des agences de communication RH qui sont là pour vous accompagner aussi sur quels sont les meilleurs moyens de toucher telle ou telle personne, hem, via tel ou tel canal. La diffusion sur ces supports, aujourd'hui, c'est complètement une technologie qui le fait. Je ne crois pas qu'il existe encore beaucoup de recruteurs à faire des copier-coller de leur annonce sur les différents, job boards qui peuvent exister ou autres. Si vous le faites encore, il est temps de regarder s'il y a d'autres solutions parce que pour le coup, c'est une tâche très chronophage qui a absolument aucune valeur ajoutée. La rédaction de l'offre est importante et elle est encore entre les mains du recruteur, mais la diffusion sur les supports, autant utiliser une solution qui fonctionne bien pour ça. La relation école, c'est quelque chose d'important aussi. C'était, et c'est encore quelque chose qui est pratiqué par beaucoup de recruteurs pour notamment le recrutement de jeunes diplômés, d'alternants ou de stagiaires. Entretenir une relation avec l'école est ce qui fonctionne le mieux pour, ce type de profil, mais il y a plein de solutions qui permettent de faire ça. Il y a des solutions qui, proposent, aux écoles de leur fournir directement un intranet en échange de quoi elles vont pouvoir diffuser dessus et donc vont vous faire payer le fait de pouvoir diffuser sur ces intranets. Il y a des applications également pour les jeunes qui sont, à leur disposition. Il y a des nouveaux acteurs qui se lancent régulièrement, certains avec qui on échangeait pas plus tard que ce matin sur un salon pour, justement les intégrer, à Between. C'est de plus en plus quelque chose qui est, délaissé par le recruteur parce que finalement, c'est pas là où il a le plus de valeur ajoutée aussi. Participation au salon, c'est encore pour beaucoup des recruteurs. La partie sourcing, le fait d'être capable d'aller sur LinkedIn pour ne pas le nommer, ou, sur des CV Tech pour aller chercher des candidats, donc la partie vraiment sourcing avec des outils, c'est de moins en moins entre les mains du recruteur. Il y a des outils qui le font très bien, qui vont chercher sur LinkedIn les différents profils en fonction d'une annonce donnée, où vous avez déjà automatisé quel était le premier message d'approche, deuxième message d'approche, quels étaient les les échanges qui allaient avoir lieu jusqu'à ce que la personne soit vraiment intéressée, puisse transmettre son CV et rentrer dans un processus de recrutement. Il y a des solutions maintenant qui automatisent ça très bien et où il y a absolument pas besoin de le faire, à la mano soi-même. S'il y a des choses qui sont pas claires ou des choses sur lesquelles vous souhaitez que je revienne, je le répète, mais vous avez le petit onglet questions qui vous permet de poser des questions là-dessus. Si jamais vous avez des questions sur une tâche précise, n'hésitez pas et on en parlera. La partie suivante qui est sortie des mains du recruteur, c'est l'analyse de CV. Bon, l'analyse de CV, vente, on va y revenir parce que c'est un point important, mais l'analyse de CV, c'est, vraiment le fait de pouvoir prendre son CV, lire ce qu'il y a dedans, classifier un peu ce profil et voir quel est l'intérêt qu'il y a derrière. Hem J'en parlais tout à l'heure en introduction, la solution de parsing est évidemment la solution qui a pris le pas là-dessus, qui aujourd'hui va analyser le CV, classifier l'information et derrière, si jamais c'est couplé avec une solution de matching, par exemple, on va être capable de vous dire quels sont les CV les plus pertinents ou non pour, tel ou tel, type de poste. Tout ça, tout ce que je vous détaille, c'est évidemment des choses qui sont dans le processus de recrutement qu'on retrouve dans notre solution, étape par étape. Et donc c'est avec la rencontre avec tous ces partenaires qu'on voit les nouvelles technologies qui sont en train d'arriver et ce qui est en train de s'améliorer. La qualification du candidat reste aujourd'hui entre les mains du recruteur parce qu'il y a un vrai travail de qualification, d'échange pour vérifier s'il y a un fit, s'il y a quelque chose qui passe et si on voit cette personne rester, demain, dans la société. Hem L'évaluation des compétences, elle est sortie et c'est normal. L'évaluation des compétences, il était presque anormal que ça soit entre les mains d'un recruteur. Loin de moi l'idée de dire qu'un recruteur n'est pas compétent, c'est plutôt qu'on ne peut pas être compétent dans tous les domaines et il y a plein de domaines sur lesquels je suis incapable d'évaluer les compétences d'un candidat. Eh bien, j'ai des outils qui me permettent de faire ça. Donc là, on parle de compétences, donc de hard skills et ensuite, il y a aussi toute la partie analyse comportementale qui était autrefois un peu entre les mains du recruteur, et qui est maintenant plutôt entre les mains de solutions qui vont le faire mieux que nous, d'abord, parce qu'elles vont éliminer tout ce qu'on peut avoir comme biais cognitif, à savoir se souvenir de la dernière personne, qui a passé un entretien ou de la première personne qui a passé un entretien, se souvenir de celui qui est arrivé en retard alors qu'il y a peut-être une raison tout à fait valable, se souvenir enfin ou justement tenir compte de certaines choses qui en réalité, n'ont pas lieu d'être. Toute cette partie biais cognitif, on va essayer de les éliminer, de les gommer grâce à des solutions d'analyse de soft skills, donc cette, analyse comportementale, pour savoir si la personne correspond au cahier des charges qu'on s'est fixé. Cahier des charges qui est à travailler par le recruteur évidemment en amont. Donc il y a toujours une partie recruteur plus technologie.
L'entretien, toujours entre les mains du recruteur, évidemment, même si jamais il y a d'autres entretiens qui vont avoir lieu derrière, c'est, d'abord la tâche du recruteur que de shortlister grâce à cette étape. La planification de l'entretien manager, bon, évidemment, autrefois, il fallait, caler un rendez-vous déjà dans l'agenda avec le manager. Maintenant, c'est plus entre les mains du recruteur, c'est votre outil qui va le faire pour vous. Partie négociation, alors c'est une vraie partie qui reste entre les mains du recruteur et qui restera sans doute demain. C'est, il y a une vraie phase de négociation, lorsqu'on embauche quelqu'un. Est-ce que, il peut y avoir une négociation sur le salaire, sur la durée de travail, sur le nombre de jours de présence ou de télétravail? Il y a de plus en plus même de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte dans cette phase de négociation et c'est aujourd'hui en grande partie entre les mains du recruteur, du manager et de d'autres personnes potentiellement impliquées, un dirigeant, ou un chef de service, peu importe. La contractualisation, c'était autrefois le travail du département RH et du recruteur que de s'occuper de cette partie-là. Aujourd'hui, c'est une technologie en général qui le fait. Vous avez déjà préenregistré les templates de contrat. Lorsqu'un un candidat passe dans la dernière étape, embauché, le contrat de travail va être automatiquement généré, automatiquement envoyé, signé en ligne. C'est plus quelque chose normalement qui est entre les mains du recruteur. Et toute l'organisation de l'arrivée d'un nouveau collaborateur, cette phase d'onboarding, c'est une vraie problématique RH. C'est quelque chose qui est encore trop souvent délaissé, mais il existe maintenant plein de technologies qui permettent de l'automatiser, de bien le gérer, bien le traiter. L'attribution de tâches, qui doit faire quoi, ne serait-ce que commander le matériel, former, accueillir. Tout ça, c'est des choses, très importantes qu'on va retrouver maintenant, dans une gestion de tâches dans des technologies. Technologies qu'on intègre évidemment dans un ATS. Donc avant d'arriver à demain, qui va être l'étape importante, on va digresser très légèrement pour partir vers un autre sujet. Hem, Vous allez comprendre le lien. Là, ce que je vous présente ici, c'est, quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent forcément déjà. C'est ce qu'on appelle le dilemme du tramway. Donc c'est une expérience de pensée qui a été, inventée en 67, si je dis pas de bêtises, par Philippe Affout, la philosophe Philippe Affout, qui avait, émis donc cette hypothèse de dire si jamais il y a un tramway qui est lancé à pleine vitesse et sur sa voie, il y a 5 personnes qui sont accrochées à cette voie et elles sont condamnées si on n'agit pas. Votre seul moyen d'agir, votre seul levier, c'est justement d'actionner un levier, d'aiguillage pour dévier le tramway. Là où vous allez le dévier, il y a une autre personne qui est attachée sur les voies et cette personne-là, on la condamne. Donc cette personne, si jamais on dévie le tramway, on est sûr de la condamner. La question qu'on se pose, c'est: est-ce qu'on actionne le levier ou pas? Est-ce que, une vie vaut moins que 5? Donc mathématiquement, on peut répondre assez facilement. Maintenant, l'action humaine fait qu'on condamne humainement quelqu'un alors qu'auparavant, alors on peut considérer qu'on en sauve 5 ou qu'on en sauve 4 du coup, si jamais on réfléchit mathématiquement, mais il y a une vraie action humaine, donc est-ce qu'on est capable de le faire? Quand on Il y a eu pas mal d'études, pas toujours très claires et biaisées parfois sur le sujet, mais on constate que certaines personnes, pouvaient l'actionner. Une majorité de personnes disaient qu'elles l'actionnaient et finalement, si on les mettait dans une situation presque réelle, elles l'actionnaient pas forcément. Il y a eu plein de variantes à cette expérience de pensée où on dit: «Est-ce que c'est la personne, qui est sur la voie, qui est seule, est un enfant et les autres sont 5 personnes âgées? Est-ce que» enfin voilà, il y a plein de biais qui rentrent en ligne de compte là-dedans. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que, ce qui était autrefois qu'une expérience de pensée et qui avait pas un grand intérêt, à part, des philosophes et des psychologues à se gargariser de réflexion, aujourd'hui, ça a des applications très concrètes. À l'heure où je vous parle, il y a des personnes qui programment des machines pour prendre ce genre de décisions à notre place, des décisions discriminantes. Le, Si je vous parle de la voiture autonome, par exemple, la voiture autonome va prendre ce genre de décision. Une voiture qui est lancée à pleine vitesse, après un virage, il y a un enfant qui est en train de traverser la route, pour ramasser un ballon et si jamais on fait rien, la voiture risque d'écraser l'enfant. À droite, on était en train de doubler, bon, on n'est pas censé doubler dans un virage, mais c'est pas grave, en train de doubler, une personne sur un vélo, il y a une autre voiture qui arrive sur la voie d'en face, donc il va falloir que la voiture prenne une décision. Le choix des constructeurs aujourd'hui, c'est d'abord de protéger les personnes dans l'habitacle. Donc quoi qu'il arrive, la voiture, elle va pas aller à gauche pour prendre le risque de se prendre une voiture de plein fouet. Donc, des personnes, on va pas tirer le fil trop loin, mais des personnes prennent des décisions aujourd'hui basées sur ces expériences de pensée pour définir un comportement discriminant de la machine. Si on se revient maintenant sur les ressources humaines, il y a plein de parallèles à faire, mais on va se concentrer vraiment sur la partie recrutement. Est-ce que la solution de matching, est-ce que la solution de scoring, doit, tenir compte de certains, facteurs
pour mettre certains profils en lumière par rapport à d'autres, pour faire remonter sur le haut de la pile certains profils. Si je prends le cas des États-Unis, par exemple, aux États-Unis, vous le savez certainement, mais je ne sais pas si c'est partout, mais au moins dans certains États, il y a le besoin de respecter un certain quota, en fonction des origines ethniques des personnes. Donc on enregistre dans son ATS, l'origine ethnique des candidats, parce qu'il nous faut un certain pourcentage d'Afro-Américains dans une entreprise, parce qu'il nous faut un certain nombre, d'Amérindiens dans une entreprise, parce que voilà, il y a plusieurs choses à quantifier pour pouvoir respecter des quotas légaux. Est-ce que du coup la machine doit pouvoir promouvoir un profil plutôt qu'un autre parce que votre entreprise est en déficit à ce niveau-là? Ça paraît éloigné de nous. Maintenant, si on compare à nous, on a aussi ce genre de quota. On doit avoir 6 de travailleurs handicapés dans une entreprise, si je ne dis pas de bêtises, de personnes en situation de handicap. Eh bien, la machine doit-elle promouvoir certains profils plus que d'autres parce qu'elle a décelé dans le CV qu'il y avait une reconnaissance RQTH, pour cette personne et vous n'êtes pas, à votre niveau et donc on va essayer de mettre ce CV sur le dessus de la pile. Il y a la question de la parité qui se pose aussi. Si jamais vous êtes en vous n'êtes pas en équilibre de parité, est-ce que la machine doit prendre une décision pour vous proposer, justement des profils là où vous êtes en déficit, et faire en sorte de les suggérer davantage? Hem, c'est les questions qu'on se pose, mine de rien, quand on travaille sur des solutions de matching, de savoir si demain il faudra aller vers ça. Donc c'est des décisions qui aujourd'hui sont prises par des humains, avec une sensibilité humaine. Mais c'est aussi là où les machines vont pour, voir si on peut retirer ces tâches de l'humain. Et c'est là où se pose la question de savoir si le recruteur sera encore utile demain. Est-ce que ces décisions-là devront être prises par des machines ou pas? Je passe à la partie suivante. Donc le recruteur là-dedans, effectivement, quelle est sa place? Eh bien sa place, elle est justement peut-être dans cette désobéissance face à la machine. Quand la machine va prendre une décision discriminatoire. D'abord, pourquoi est-ce qu'on fait appel à la machine? Le Il est dans la nature de l'homme, et on en parle énormément en ce moment dans l'actualité, de sortir justement de plein de tâches qu'il peut avoir au quotidien, de s'extraire de certaines de ces tâches. Typiquement, je ne sais pas si vous suivez l'actualité sur, la consommation d'énergie et sur le débat qu'il peut y avoir sur le nucléaire, mais il y a quelqu'un qu'on voit beaucoup sur les plateaux télé qui s'appelle, Jean-Marc, Jancovici qui est un des pionniers de recherche, sur le nucléaire et qui, explique qu'aujourd'hui, on vit avec 600 esclaves. Avec toutes les machines que l'on utilise aujourd'hui, c'est comme si on vivait avec 600 esclaves. En fait, il s'est amusé à faire une table de correspondance entre le kilojoule et le nombre d'esclaves qu'il nous faudrait pour vivre. Chaque Français aujourd'hui vit avec 600 esclaves, en moyenne. Hem, on a toujours, souhaité faire en sorte que la technologie nous dégage certaines tâches et nous facilite la vie, pour moins travailler. D'ailleurs, la question du travail, se pose également parce que la fondation Jean Jaurès, a sorti très récemment, une étude sur, le fait que les Français étaient de plus en plus flemmards et on compare entre les années 90 et aujourd'hui et ça s'applique également aux recruteurs. De voir que la volonté de rester chez soi est beaucoup plus importante, donc se pose également la question évidemment pour le télétravail mais aussi sur quelle est la valeur du travail pour un Français. Il y a 30 ans, 60 des Français disaient que le travail était quelque chose de très important dans leur vie, quand aujourd'hui, selon cette enquête, c'est 24 seulement des Français qui considèrent que le travail est quelque chose d'important dans leur vie. Donc on cherche, toujours à se sortir de certaines tâches, de certains travaux qu'on a à faire pour se concentrer sur, des choses plus importantes et plus impactantes dans notre vie. Comment ça se répercute dans le recrutement? Donc, il y a le fait il y a certaines tâches qu'on ne souhaite pas faire parce qu'elles sont chronophages, parce qu'elles sont peut-être moins intéressantes, il y a moins de valeur ajoutée, moins de réflexion. Donc on va se concentrer sur d'autres, mais il y a aussi le fait qu'on veuille moins travailler, que l'humain, veut moins travailler. D'ailleurs, on a publié aussi pas mal de sujets là-dessus et d'articles là-dessus. On a pris la parole sur ces sujets-là, mais la question de l'équilibre vie pro, vie perso n'est pas une question uniquement de rétention de salariés, c'est aussi une question d'embauche. Alors, c'est un argument qu'on peut mettre, en avant dans des offres d'emploi, donc c'est évidemment une question d'embauche, mais il y a aussi cette question hem, de savoir qu'est-ce que vous proposez à un candidat, qu'est-ce que vous vendez à un candidat. Il y a une très grande part de candidats aujourd'hui, 3/4 des candidats qui seraient prêts à accepter un job moins bien payé si jamais ils bossaient que 4 jours par semaine. Donc cette question, elle est vraiment importante. Et comment ça s'applique au recruteur? Est-ce que le recruteur va disparaître là-dedans? Eh bien, pas forcément parce qu'il y a encore quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, de programmer
c'est la désobéissance. La désobéissance, c'est quelque chose de foncièrement, lié à l'intelligence, humaine, mais animale d'une manière générale. Les animaux sont capables de désobéir. Même un animal très bien dressé est capable de désobéir. Et bien, c'est la même chose pour tout humain. On nous impose des règles et nous sommes capables de désobéir. Et c'est exactement ce que fait le recruteur aussi. On a, une offre d'emploi qui n'a pas évolué depuis 50 ans. Une description de l'entreprise, description de la mission, description du candidat. Donc il est peut-être temps déjà de se renouveler là-dessus, mais partons de ce principe. En réalité, ce qu'on cherche à recruter, c'est une machine-outil. On a une description qui correspond à un cahier des charges et en face, on dit, peut-être qu'on pourrait arriver sur du postuler sans CV, mais déjà si on ne fait pas évoluer l'offre d'emploi, on ne fera pas évoluer le CV et enfin ou l'absence de CV et pour l'instant, on est encore basé sur ces choses-là, même si on peut mettre en place des tests de hard skills et de soft skills pour se dégager du CV justement et se baser sur d'autres éléments. Est-ce que ces éléments sont suffisants? Quelqu'un qui coche toutes les cases, on se dit: «C'est le candidat qu'il me faut, sur le papier, mais je le sens pas». Et bien là, c'est encore quelque chose qui est très difficile à anticiper. C'est une sorte d'instinct qu'on ne peut pas programmer et c'est là où, le recruteur est toujours indispensable et le sera sans doute encore demain. À Trario, on a également la même chose dans l'autre sens, c'est, hem, un un candidat qui, ne correspond absolument à rien sur le papier et on se dit: «En fait, ce mec-là, il est idéal pour le poste». Déjà parce qu'il sort du cadre, parce qu'il sort des clous et donc c'est le candidat idéal, et on est capable de l'embaucher pour ça. Et même de défendre son profil en interne face à des managers, face à toute une équipe qui nous dit: «Non», on dit: «Si, je vous garantis que celui-là, c'est celui qu'il nous faut». C'est là où le manager a une valeur extraordinaire ou le recruteur, pardon, a une valeur extraordinaire par rapport à toutes les machines qu'on peut inventer. Si on fait le bilan avec les justement les solutions qui existent maintenant entre, aujourd'hui et demain, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui va changer? La participation à l'élaboration du site carrière, très clairement, c'est quelque chose qui sera plus entre les mains du recruteur. D'abord parce que, tout ce qui touche à la marque employeur, va être de plus en plus transparent et se doit d'être de plus en plus transparent et tout ce qui touche à la marque employeur, hem, va être le reflet de ce qui est réellement dans l'entreprise. Donc c'est pas entre les mains du recruteur parce qu'on n'est pas on va abandonner ce qui est de la marque employeur souhaitée, on va être de plus en plus sur de la marque employeur réelle. Quitte à faire évoluer les process en interne pour devenir ce que l'on souhaite, mais on va de moins en moins communiquer sur la marque employeur souhaitée. Ça crée trop de déceptions. On est dans des phénomènes de démission importants, même si on ne peut pas vraiment parler de grandes démissions en France comme on en parle aux États-Unis, on y vient. Et, et quand on regarde le pourcentage de CV, je crois que c'est 36 si je dis pas de bêtises, de 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 CDI qui sont rompus la première année, c'est colossal. Donc on veut plus, quelque chose de déceptif. Un recrutement raté coûte beaucoup trop cher et on veut plus le recrutement, déceptif. Donc c'est la marque employeur, ça va être externalisé, ça va être que du réel, externalisé parfois à d'autres services de l'entreprise, mais plus entre les mains du recruteur. La veille sur les technologies et les supports, déjà aujourd'hui, vous avez des outils qui vous permettent de faire de la veille pour vous, et demain, ce sera même, inclus dans des solutions que vous utilisez au quotidien. Typiquement, dans un ATS, il y aura une rubrique actualité qui va vous suggérer quotidiennement, les nouveaux outils et c'est déjà le cas, en partie aujourd'hui. La compréhension du besoin. La compréhension du besoin, on peut penser que c'est quelque chose de très, pertinent et entre les mains d'un humain. En réalité, aujourd'hui, c'est très lié avec la rédaction de l'offre d'emploi, hein. La rédaction de l'offre d'emploi dépend de la compréhension du besoin. À partir de l'émission d'un besoin et de quelques termes utilisés parce qu'il a été rédigé par un manager dans un outil, dans une demande d'autorisation de recrutement par exemple, eh bien, il y a déjà des outils qui sont capables de vous créer l'offre d'emploi, correspondante la plus efficace possible en fonction des statistiques qu'on a pu constater sur les job boards et voilà. C'est des choses qui sont un peu à leur balbutiement, qui commencent à être utilisées, mais qui fonctionnent déjà et qui fonctionnent même bien, c'est assez bluffant, et qui sont capables de presque mieux rédiger une offre d'emploi que nous. Alors, certes, on va arriver, sur des solutions qui risquent de créer des offres d'emploi qui correspondent les unes aux autres, qui vont être très similaires les unes aux autres, mais justement pas parce que cet outil, intelligent se programme et évolue avec le temps pour être capable de se créer de la nouveauté quotidiennement en considérant que la nouveauté est ce qui marche le mieux pour attirer des nouveaux candidats. Donc c'est quelque chose qui est, très poussé et qui commence à vraiment bien fonctionner aujourd'hui. Les recruteurs auront toujours besoin de bien comprendre le besoin pour les échanges qu'ils auront avec le candidat. Il y aura toujours quelque chose là-dessus. Mais la rédaction de l'offre ne dépendra plus de ça et finalement, si jamais vous ne connaissez pas le besoin, bah, ce sera peut-être plus si grave. Rédaction de l'offre d'emploi, donc j'en ai parlé. Participation au salon technologie. Pourquoi?
Les salons, c'est quand même un peu en perte de vitesse. Je parle des salons, pour rencontrer les candidats. C'est quelque chose qui est quand même en perte de vitesse et qu'on voit de moins en moins. Il y a des salons étudiants qui marchent bien, mais nos clients nous demandent de moins en moins d'utiliser notre solution qui permet de scanner une pile de CV pour, enregistrer des des listes de candidats. Des solutions pour les salons, il en existe plusieurs, mais surtout, même si jamais ça met un peu de temps à arriver, le métaverse commence à prendre un petit peu de pas. Les salons virtuels se développent de plus en plus et si aujourd'hui, sur votre site carrière, vous êtes capable d'échanger avec un candidat grâce à un chatbot, il y a aucune raison qu'on soit pas capable de le faire. Il y a déjà des entreprises qui travaillent dessus, qu'on soit pas capable de le faire dans un salon virtuel où en fait, l'avatar qui va vous représenter sera un bot qui va parler à votre place et échanger avec le candidat à votre place. La le discours d'un bot est de plus en plus construit et on va arriver sur des choses très poussées. Ça, c'est pas encore complètement, abouti aujourd'hui, mais demain, ça sera certainement le cas. Participation au salon, ce sera plus, entre les mains du recruteur. La qualification du candidat, je reviendrai sur les autres, items après. La qualification du candidat, très clairement, le postuler son CV va prendre aussi de plus en plus d'importance. Les solutions d'assessment, hard skills, soft skills vont prendre le pas aussi. Mais au-delà de ça, même ce premier entretien de qualification va être, peut-être demain entre les mains de différentes technologies. Je prends l'exemple d'un partenaire avec qui on discutait très récemment, qui a une solution de vidéo différée. Sa solution de vidéo différée, il l'a un petit peu retirée du marché pour l'instant, pour la retravailler, pour la remettre sur le marché demain et cette solution va aller très loin. Cette solution, elle est capable d'analyser la posture de la personne, d'analyser son champ lexical, sa diction, de savoir avec des intonations et une position, est-ce que la personne ment? Est-ce qu'elle est en train de dire la vérité? Est-ce qu'elle maîtrise son sujet? Est-ce que même à travers les mots qu'elle emploie, est-ce qu'il peut y avoir, une bonne entente avec l'équipe? Est-ce qu'il va y avoir un fit avec l'entreprise? Est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner ou pas? Ça nécessite énormément de paramètres. Je ne suis pas certain que les études sérieuses sur le sujet permettent d'aller déjà vers ça aujourd'hui, mais il est probable que demain, un premier entretien de qualification soit fait avec de la vidéo différée. On a déjà accepté la vidéo différée sur le marché, où c'est un écran qui pose des questions, c'est même pas un avatar ou un bot ou quelque chose. La question est affichée sur un écran, et puis on va regarder les vidéos derrière. Il n'y a pas de raison que l'analyse puisse pas, demain être entre les mains d'une autre solution. Attention, tout ce que je vous dis, c'est un peu inquiétant, hein, forcément, mais c'est pas forcément ce qui est souhaitable, c'est pas forcément ce vers quoi on va aller, mais c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui peut arriver avec les technologies en cours de développement aujourd'hui. On va arriver sur un autre type de conclusion après. Ce qui reste entre les mains du recruteur demain, et c'est des choses sur lesquelles on n'a pas réussi aujourd'hui à avancer, il y a la vente. La vente, j'en ai pas encore parlé, mais c'est un point primordial. Qu'est-ce que c'est que la vente? La vente, c'est être capable de vendre son entreprise, d'incarner son entreprise, aux yeux du candidat. Le premier échange que vous avez avec un candidat en tant que recruteur, hem, vous êtes en train de qualifier, vous allez lui poser des questions, essayer de savoir, souvent le salaire, savoir si ça coche les cases, des choses un peu bateau qui peuvent même rebuter un peu le candidat, dans cette approche un peu, brute. Mais, vous allez également incarner l'entreprise, parler de la mission, de l'entente, de l'ambiance, de ce que vous proposez, de des avantages, pourquoi pas. C'est un point qui est, inconcevable aujourd'hui par une technologie. Vous pouvez mettre la meilleure proposition que vous voulez, pourtant on le fait avec une annonce d'emploi, on est en train de vendre son entreprise. Mais en réalité, cet échange et cette incarnation, cette personnification de l'entreprise qui pour l'instant n'était que la lecture de quelques éléments sur un site carrière, de peut-être, d'aller faire un petit peu de recherche à droite à gauche, sur les avis sur cette entreprise. C'est quelque chose aujourd'hui qui ne peut pas être remplacé et où l'humain est forcément, nécessaire. L'entretien, il sera toujours présent demain parce qu'il y a cette phase de vente, on amorce aussi la phase de négo, mais il y a surtout cette question dont je vous parlais tout à l'heure sur là où l'humain surpasse la machine. Être capable de désobéir, être capable de dire: celui-là ça va pas». Même si jamais la machine a fait un travail de qualification avant, elle vous a fourni logiquement des CV qui correspondaient ou qui correspondaient plus ou moins, on aura toujours l'œil, dans ce que fait la machine avant en tant qu'humain, à se dire: «Je veux sortir du cadre, je veux sortir des sentiers battus, j'ai peut-être une personne là qui n'a rien à voir avec le poste, mais qui m'a renvoyé 2-3 fois, qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a appelé, il a l'air motivé et j'ai envie de le rencontrer». Et donc on aura toujours aussi cette phase d'entretien pour être capable de désobéir et dire: «C'est celui-là que je veux. C'est celui-là que je veux mettre là et c'est celui-là qui correspond à ce poste». Et enfin la phase de négociation. La phase de négociation qui est une phase de d'échange, on en a parlé tout à l'heure avec le candidat pour réussir à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va travailler ensemble.
Alors si on regarde un peu ces 3 phases, négociation, vente, entretien, heu et ben, on peut se poser la question de ce qu'est un recruteur. Je souligne ce point-là parce que moi-même j'en ai fait l'expérience, en l'occurrence chez Between. La personne avec qui j'ai échangé, qui s'occupe du recrutement chez Between, m'a vraiment vendu le poste et c'est la meilleure commerciale de l'entreprise. En fait, le poste de recruteur est plus proche du poste de commercial que d'un poste vraiment RH. D'ailleurs, il n'existe pas de formation. Je ne sais pas, vous ce que vous avez fait, mais il n'existe pas de formation en recrutement. Alors si, dire qu'il n'en existe pas, c'est un petit peu exagéré. Il existe des formations, mais plutôt des formations continues, mais on ne peut pas se dire, je viens de passer mon bac, je sors du lycée, je veux devenir recruteur, qu'est-ce que je fais? Les formations qu'on a, c'est des formations RH, ou alors c'est des formations continues qu'on peut avoir après, des formations plus professionnelles, qu'on peut avoir ailleurs. Mais des diplômes, en fac, pour devenir recruteur, ça n'existe pas. Et pourtant, c le la partie recrutement est ultra éloignée du reste des fonctions RH. Oui, ça fait partie des ressources humaines parce qu'on va acquérir des ressources pour l'entreprise. Par contre, le travail des ressources humaines, il y a un travail légal énorme, humain important évidemment, mais c'est très, très, très éloigné. Ce qu'on y apprend est très, très, très éloigné de la partie recrutement. Et en fait, cette formation au recrutement qui n'existe pas et c'est peut-être justement parce que le métier de recruteur, on se trompe en se disant que c'est les mêmes profils que les autres, profils RH. C'est d'abord un métier de vente, où on va vendre son entreprise, où on va négocier avec quelqu'un et où on va, mener des entretiens pour essayer d'en savoir plus l'un sur l'autre, de se découvrir l'un et l'autre, proposer son entreprise, comprendre qui est en face de nous, savoir quels sont les leviers qui vont, atteindre cette personne. Est-ce que c'est quelqu'un qui est sensible plutôt à la question de l'argent, à la question du confort? Si on reprend un son casse, la base de la vente, les premières choses qu'on apprend, est-ce que c'est la sécurité qui l'intéresse? Est-ce que c'est la sympathie qui l'intéresse? Et tout ça, c'est des choses que l'humain va être capable d'analyser et de voir avec l'interlocuteur qu'il a en face de lui. C'est une autre manière de voir aussi ce métier de recruteur parce que finalement, si on regarde les étapes passées, il y a beaucoup d'étapes qui sont aussi dans la vente. Le travail sur la marque employeur, ce genre de choses, ça rejoint des fonctions marketing intimement liées à la vente. La veille sur les technologies, pareil. La compréhension du besoin, c'est quelque chose qui est de l'étape de la vente et beaucoup de ces tâches sont de l'étape de la vente et toutes les tâches qu'on essaie de retirer, c'est peut-être les tâches sur lesquelles, l'humain va être le moins pertinent sur la vente. Mais ce qui est de vendre l'entreprise, mener l'entretien, négocier, c'est forcément entre les mains du recruteur. Maintenant qu'on a dressé ce bilan, oui, il y a des tâches qui sortent. Non, le métier de recruteur n'est pas voué à disparaître, à se transformer certainement, à mieux manier les technologies certainement, mieux lire ce qu'on lui donne, comprendre ce qu'il peut avoir et tout ça dans une chaîne de valeur qui va être inclus dans un outil, qui lui permet de piloter tout ça. Forcément, je prêche un peu pour ma paroisse, je suis pas en train de faire une démonstration et un discours commercial, mais il faut un outil qui va mener l'intégralité du processus avec plus ou moins de partenaires, avec une marketplace, avec des solutions intégrées qui permettent de mâcher ce travail. Hem, Ce qui permet aujourd'hui de recruter les bonnes personnes, c'est d'avoir ce bon outil, de bien, structurer son processus de recrutement, se concentrer sur ce qu'on a d'efficace aujourd'hui. Toutes les technologies dont on a parlé qui seront efficaces demain, évidemment, aujourd'hui, elles ne sont pas forcément pertinentes, mais surtout de savoir ce qui correspond à votre entreprise. Tout ne correspond pas. Si jamais je me place en tant que candidat et je me dis, «J'ai envoyé mon CV, j'ai reçu un message un peu bateau, qui était écrit, visiblement pas par un humain ou qui a été écrit, en amont et qui correspond à tout le monde. Ensuite, on m'a dit que je correspondais à X à tel poste parce qu'il y a une solution de matching qui a pris le relais. On m'a envoyé un test, 2 tests parce que j'ai eu un test de compétences, un test de personnalité. Ensuite, j'ai passé un entretien vidéo et j'avais pas encore d'humain en face de moi. Bon, c'est un peu frustrant. On me demande de faire beaucoup de travail et en face de moi, j'ai pas de répondant. Donc tout n'est pas souhaitable. Toutes ces solutions qui existent, ça ne veut pas dire qu'elles seront toutes implémentées dans la même entreprise. Il faut voir ce qui est efficace en fonction de vos besoins. Si vous êtes dans un secteur où vous avez beaucoup de candidatures, la solution de matching, elle est indispensable. Elle est utile pour plein d'autres, même dans d'autres cas, mais dans le cas où on est, où on a beaucoup de candidatures à traiter, on ne peut pas s'en sortir sans solution de matching aujourd'hui. D'abord parce que le nombre de recruteurs par entreprise a baissé, enfin par poste à pourvoir a baissé, parce que justement vous avez plein de technologies pour vous aider à ça aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas hier. Donc on n'a pas le temps de se concentrer sur tous les profils, mais en plus, ces technos le font bien mieux que vous. Maintenant, si jamais au contraire vous avez beaucoup de difficultés à trouver des personnes, peut-être que c'est les solutions sur la marque employeur qu'il va falloir travailler. Peut-être que c'est les solutions sur, des nouvelles sources d'acquisition de CV.
On a fait la présentation ce matin d'une solution Between sur, le partage, le réemploi de CV. C'est des choses qui existent aussi, qui permettent, de partager toute la partie, dormante de votre CV Tech, avec d'autres acteurs du même écosystème pour, justement essayer de s'entraider et d'avoir, une solution vertueuse plutôt que de se cannibaliser et se concurrencer les uns les autres à une course effrénée, à la marque employeur. Donc toutes ces solutions, sont pas forcément bonnes à prendre. Il faut bien peser le pour et le contre, faire le point sur votre activité, demander conseil. Il y a des entreprises qui sont là pour ça. On est capable de vous conseiller, mais il y a aussi des cabinets de conseil qui le font très bien, des agences de communication RH qui peuvent également vous accompagner là-dessus. C'est ultra pertinent justement d'échanger avec des acteurs du secteur, des experts du secteur pour qu'ils vous aident à faire le point sur votre entreprise et savoir ce sur quoi vous pouvez vous dégager du temps pour vous concentrer sur là où vous avez de la valeur. Et là où vous avez de la valeur, je ne dirai jamais assez, mais c'est sur la vente, enfin sur les phases de vente, la négociation, l'entretien, la désobéissance, avec cet entretien qu'on peut avoir et justement le fait d'incarner aussi votre entreprise. Surtout ce qui est excessivement important et ça va être un de mes derniers points, c'est de bien tenir compte, que ces solutions ont toujours, un gros risque qui est de, de regarder la phase, enfin de vous faire recruter des clones, de vous faire recruter des personnes qui se ressemblent. Si jamais vous utilisez une solution de matching, si jamais vous utilisez une solution, pour analyser les soft skills, par exemple, solution d'assessment pour analyser les soft skills, vous allez très vite recruter les personnes qui ont plus ou moins les mêmes soft skills. Donc il va falloir aussi avoir des solutions qui sont capables de vous dire: Ça correspond à tel profil, mais ça pourrait aussi correspondre à tel profil». Justement de faire varier la mixité de votre entreprise pour avoir des nouvelles, manières de penser. Sur les hard skills, pareil. Est-ce que vous voulez vraiment avoir des personnes qui sortent tous des mêmes écoles, qui ont les mêmes manières d'apprendre et qui ont les mêmes outils pour répondre à les mêmes problématiques? Non, il faut être capable de penser un peu out of the box là-dedans, et donc de sortir de tout ça. Heu et donc, alors là, on a mis notre image, je sais pas si ça parle à tout le monde, nous, ça nous parlait. C'est, une capture d'une série qui s'appelle Suits. Le premier épisode de cette série est assez bluffant, en fait. Bon, c'est une série, c'est évidemment une fiction, mais vous avez le personnage de gauche, qui s'appelle Harvey Specter, qui est un avocat dans un très grand cabinet new-yorkais, avocat d'affaires dans un très grand cabinet new-yorkais et qui cherche à recruter une personne, pour être son assistant, mais donc il doit recruter un avocat et puis il fait passer des entretiens, des personnes sorties d'Harvard, lui sort d'Harvard et ils sont tous pareils, il en veut aucun. Il veut aucun de cela parce ils se ressemblent tous et il se trouve qu'il y a une personne qui arrive, qui a rien à faire là, qui est là pour échapper à la police, qui a une mallette remplie de drogue et puis, du coup, il échange avec cette personne, il est assez bluffé par cette personne. Il s'avère en plus que cette personne est un génie et retient absolument tout, mais donc cette personne, c'est le personnage à droite qui s'appelle Mike Ross et en fait, c'est pour illustrer que la rencontre qu'on peut faire de manière fortuite ou le fait de penser out of the box peut aussi être quelque chose d'excessivement vertueux. Il le dira dans la série plus tard que c'est le meilleur avocat qu'il ait jamais vu. Bref, on s'en fiche, c'est pour illustrer ça, cette manière de se dire que les outils sont ultra utiles, ultra pertinents, feront peut-être de vous des recruteurs différents demain, mais ne remplaceront jamais l'humain qui est capable de désobéir, de sortir de ça et de dire: «C'est ce profil-là, qu'il me faut, qui correspond à mon besoin» et sortir un petit peu des sentiers battus, qu'on peut avoir l'habitude de voir. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation, j'ai été un petit peu trop long, j'ai laissé peu de temps aux questions, j'en suis désolé. Hésitez pas à en poser si jamais vous en avez. J'ai une question qui a été posée: «Qu'en est-il des critères liés à la culture de l'entreprise? Existe-t-il une technologie capable de la mesurer?» Très bonne question. Aujourd'hui, non. À ma connaissance en tout cas. Je ne vais pas dire que j'ai une connaissance, je suis pas omniscient et je ne connais pas tous les outils du marché, mais j'en connais quand même beaucoup, pour avoir évolué dedans pendant une dizaine d'années. Le, j'ai pas vu de solution qui permettait vraiment d'évaluer ça, de quantifier ça en tout cas. Par contre, quand on fait un point sur la marque employeur, il y a des items qui reviennent assez régulièrement et donc on peut faire le point pour voir ce à quoi des gens peuvent être sensibles ou pas et communiquer là-dessus, pour réussir à les attirer différemment. Je prends l'exemple d'une solution qui s'est créée il y a pas longtemps, qui a créé une très grosse base de données
sur des informations, locales, sur du sport, des activités de loisirs qui peuvent exister dans toutes les villes, tous les départements de France et il vous propose de vous créer un site carrière un peu différent. Quand vous lui envoyez une annonce depuis votre ATS, une annonce assez classique avec une localité, un métier, il va communiquer sur ce métier, sur, grâce à cette base de données, les avantages qu'apporte ce métier. Il va enrichir l'offre avec d'autres choses et puis dire aussi et grâce à ça, bah, en postulant un tel poste à tel endroit, vous êtes à 5 minutes de telle piste de ski, vous êtes à 5 minutes de tel truc, vous pouvez aller voir tel temple bouddhiste à tel endroit, ce genre de choses et du coup, vous pouvez même faire une recherche sur ce site à partir de vos loisirs. Vous dire: «Bah, moi j'aime le surf, j'aime le ski, je vais être à moins de 5 minutes, enfin moins de 5 minutes, c'est un peu compliqué, à moins d'une heure d'une station de ski et d'un spot de surf» et bien, il va vous filtrer les offres en fonction de ça. C'est des manières différentes aussi, d'adresser le candidat. Alors on s'éloigne un peu de la culture d'entreprise, mais c'est des choses qui rejoignent la culture d'entreprise et qu'on peut, toucher un petit peu comme ça. Voilà. Si jamais il y a pas d'autres questions, j'ai fait le tour. Il est 45, on est pile dans les temps. N'hésitez pas à nous contacter directement sur between.fr si vous avez d'autres questions. On pourra prendre le temps d'y répondre et d'échanger avec vous. J'ai une autre question, pardon. Est-ce que vous observez une différence entre les arguments de vente de l'entreprise selon les profils, seniors, jeunes? Et même question sur les outils, est-ce que des visuels sont plus propices pour certains? Une différence entre les arguments de vente, oui. On va pas vendre la même chose à un senior qu'à un junior, c'est une évidence. D'ailleurs, un senior, aujourd'hui, c'est très difficile de les adresser, même si jamais il y en a beaucoup en recherche. Hem, il faut les adresser d'une bonne manière parce qu'il y a aussi toute cette phase de transition, sur la fin de carrière qui est compliquée. Il faut réussir à leur vendre le fait que, leur expérience est une richesse considérable pour l'entreprise et pour les générations à venir. De, les valoriser dans la transmission de l'expérience et c'est ce qui aujourd'hui leur donne le plus envie de venir. Enfin, en tout cas, dans ce qu'on a constaté, c'est ce qui donne le plus envie de venir. Donc oui, il y a des vraies différences entre, seniors et jeunes et pardon, du coup, et en fonction des profils, oui et même question sur les outils, est-ce que les visuels sont plus précis? Ah oui, d'accord, les visuels dans les offres d'emploi peut-être ou sur, le lieu de travail, je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais si jamais c'est ça, bien sûr, la manière de communiquer est ultra importante. Maintenant, est-ce qu'il faut communiquer différemment en fonction des profils? J'ai pas d'exemple en tête, en tout cas, pour lequel il faudrait faire. Si vous en avez, on pourra échanger là-dessus avec plaisir, mais je n'ai pas d'exemple en tête pour lequel il faudrait le faire aujourd'hui. Peut-être qu'effectivement que pour certains profils si, j'en ai. Hem, des entreprises on est en train de travailler en ce moment avec des réseaux de concessions automobiles pour lesquels il y a des profils vente, des profils, mécaniciens. Évidemment, on va pas leur montrer les mêmes visuels. Quand on va chercher à les projeter dans un environnement, on va pas les adresser de la même manière. Donc évidemment, il y a peut-être des visuels à utiliser, plus que d'autres. Voilà, j'ai répondu aux questions que j'avais eues. La conférence va prendre fin. Camille, voilà, nous a mis un stop, Camille qui régule, ça. Donc merci beaucoup à tous pour votre attention. J'étais ravi de faire cette conférence et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez, d'autres questions.